Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous, professionnels de l'insertion, du monde de la santé et employeurs. Vous êtes présents ici et certains d'autres nous suivent en direct sur Internet. Un après-midi consacré au sujet, le handicap psychique et le monde de l'emploi. Alors c'est un thème complexe, délicat, sensible, difficile à traiter, que Andy-Lyon-Rhône a choisi d'aborder en réunissant toutes les parties prenantes, y compris les personnes handicapées, par l'intermédiaire de leurs associations, par exemple l'UNAFAM. Je reviendrai dans un instant sur le déroulement pratique. Et j'invite maintenant M. Peter Hemmels, président de l'association Andy-Lyon-Rhône, à ouvrir officiellement cette réunion. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, de l'AGFIP, du FIP, de Pôle emploi, de KEOPS et de tous nos partenaires institutionnels. Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à ce colloque sur les handicaps psychiques et le mode de l'emploi. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le Préfet de région, Monsieur Delpech, et ses représentants pour leur accueil dans ces magnifiques salons de la préfecture du Rhône et de leur présence qui témoigne de l'intérêt qu'ils portent à la cause des personnes en situation de handicap. Je tiens également à remercier chaleureusement Patrick Goët, défenseur adjoint des droits, qui nous honore de sa présence et qui va jouer le rôle de grand témoin de ce colloque. Je vous dis que M. Patrick Goët arrivera d'ici peu de temps et participe donc pour le reste dans le programme de cet après-midi. Sans plus tarder, et avant de donner la parole à Monsieur le Préfet de région, Monsieur Delpech, je vous propose en image la présentation de notre association par un petit film. Andy-Lyon-Rhône est une association qui a pour cœur de métier l'insertion professionnelle en milieu ordinaire et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Dans ce cadre, nous accueillons chaque année environ 3000 personnes bénéficiant d'une reconnaissance de qualification de travailleurs handicapés. Nous exerçons notre métier en qualité d'opérateur de placement spécialisé sur le Rhône, conformément à la loi du 11 juillet 2011. On distingue deux entités, Cap Emploi, pour l'accompagnement et le recrutement des travailleurs handicapés, et le SAMET pour le maintien dans l'emploi. Notre conseil d'administration compte 30 membres, pour moitié des représentants des employeurs privés et publics et pour moitié des représentants des personnes en situation de handicap. Notre association regroupe plus de 60 salariés, experts en recrutement et en maintien dans l'emploi sur le département du Rhône. Elle délivre les offres de services Cap Emploi et SAMET sur tout le territoire du Rhône à partir de 4 sites implantés sur le département. Nous accompagnons environ 3500 nouvelles personnes handicapées par an et conseillons environ 4000 employeurs sur le département du Rhône. Nous agissons pour l'insertion professionnelle dans le cadre d'une mission de service public et participons aux côtés de Pôle emploi et des missions locales à toutes les actions de service public. Ces offres de services sont cofinancées par nos partenaires institutionnels, la GFIP, le FIP, Pôle emploi et l'État. Et nos actions s'inscrivent dans une dynamique partenariale très large et très variée puisque nous sommes à la croisée entre les besoins des employeurs et les souhaits des personnes en situation de handicap. Nous nous appuyons sur l'aide de multiples partenaires dans le champ du handicap, tels que les représentants du soin, d'expertises spécialisées, d'associations spécialisées sur des handicaps particuliers, mais également du champ du monde du travail, tels que les représentants patronaux, des branches d'activité, des chambres consulaires, etc. Nous réalisons environ 1500 placements de personnes handicapées par an et 600 maintiens dans l'emploi.
Depuis quelques années, nous développons des actions de conseil et de formation auprès des employeurs publics et privés afin de compléter les offres de services existantes et aider les employeurs à développer une attitude handi-accueillante. Je vous souhaite une excellente après-midi et je donne la parole au préfet de région, M. Delpech. Merci. Monsieur le Président, Nandi Lyon, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les participants à ce colloque, chacun, chacune en vos titres et qualités, mais l'importance, le nombre, la diversité des participants montre à quel point le thème que vous avez choisi est un thème important. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous aviez sollicité les salons de la préfecture pour organiser ce colloque relatif au thème handicap psychique et monde de l'emploi. Et c'est très volontiers que j'ai accepté de vous y accueillir et j'ai grand plaisir à le faire cet après-midi. Je vous souhaite donc très chaleureusement, très cordialement la meilleure des bienvenues et par avance, je vous souhaite une après-midi de travail dense, fructueuse et utile à tous. L'emploi des personnes en situation de handicap, vous le savez, demeure une préoccupation au cœur des grandes politiques publiques portées par l'État, portées par le gouvernement. Politiques publiques portées au nom de l'emploi, mais plus encore au nom de l'égalité et de l'égalité des chances. Vous le savez, depuis la grande loi de février 2005, dont il faut toujours rappeler le titre, loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, depuis ce texte, donc, le taux d'emploi des travailleurs handicapés, qui est un enjeu essentiel, a fait des progrès significatifs. C'est vrai. Et la prise de conscience des employeurs, et notamment grâce à des associations comme la vôtre, s'est nettement améliorée. Pour autant, des marges de progrès demeurent, et il faut toujours s'investir sur le sujet. La situation générale de l'emploi des personnes handicapées demeure en effet préoccupante. Au niveau national, en fin de mois, le nombre de travailleurs handicapés en situation de demande d'emploi était de près de 475 000 personnes cet été 2015. C'était 295 000 à la fin de 2011, donc une progression extrêmement rapide, 60% en moins de 4 ans. Et dans le même temps, le nombre des personnes accueillies par les opérateurs de placement spécialisés, les OPS, a progressé de 160 000 à 190 000. Le taux de chômage des personnes handicapées, on le sait, reste environ le double de celui des autres demandeurs d'emploi dans notre pays. C'est dire si la mobilisation de vos équipes, la mobilisation de Cap Emploi, la mobilisation de CEMAT que vous avez présentée, la mobilisation d'associations comme la vôtre est tout à fait indispensable. De surcroît, dans les familles de handicap, il est des situations qui sont sans doute plus faciles à prendre en compte que d'autres. Lorsqu'un salarié au sein de l'entreprise, à la suite d'un accident du travail, d'un accident de la vie, devient personne handicapée, il est sans doute plus simple de pouvoir la garder, d'aménager son poste que d'accueillir, ex abrupto si je puis dire, certains nouveaux collaborateurs et a fortiori certains nouveaux collaborateurs atteints par certains types de handicap, handicap mental, difficultés cognitives. Et vous avez de ce point de vue choisi de travailler sur un thème difficile et complexe
à cerner le handicap psychique, qui souvent est mal connu, parfois est même dénié, et peut créer en tout état de cause des situations dont la complexité, la sensibilité est très grande et qui nécessitent sans aucun doute beaucoup de savoir-faire. Donc ce choix que vous avez fait est un choix évidemment courageux et je voulais le saluer. Grande priorité nationale, grande priorité des politiques publiques, avec encore du chemin à parcourir malgré tout le progrès déjà accompli. Les orientations voulues par la puissance publique, voulues par le législateur, voulues par le gouvernement et dans la continuité au-delà des majorités successives, ces orientations politiques ne peuvent avoir d'effet que si elles sont utilement relayées par la totalité de la société. De ce point de vue, je veux saluer l'implication d'Andy Lyon, son effort dans l'accompagnement des personnes handicapées, mais peut-être plus encore son effort en direction des entreprises, pour les aider, pour les conseiller, pour les soutenir, peut-être pour leur faciliter le passage à l'acte du recrutement. Votre investissement est évidemment la clé pour obtenir des résultats. Les emplois, disons-le toujours, sont dans les entreprises publiques, mais aussi entreprises privées, mais aussi employeurs publics. Un mot pour conclure. Parmi sans doute tous les marqueurs qui peuvent caractériser une société dans le monde d'aujourd'hui, celui de la place faite aux personnes handicapées, celui du regard porté sur les personnes handicapées, celui de la capacité de la société à accueillir la personne handicapée dans le travail, dans la vie quotidienne, dans l'espace public, est sans doute un des traceurs les plus significatifs de ce qu'est une société avancée, une société généreuse, une société ouverte, une société en phase de surcroît dans notre pays avec nos principes républicains d'égalité et de fraternité. Alors je veux donc vous remercier pour votre engagement, toutes et tous, dans cette cause, les acteurs d'Andy Lyon, tous les partenaires des politiques de l'emploi, des politiques sociales, et je souhaite que cet après-midi de réflexion et de travail soit une contribution utile, bienvenue à cette grande cause qui vous réunit cet après-midi ici et qui réunit toutes les équipes de l'État autour de vous également. Je vous remercie. Monsieur le préfet l'a souligné, nous aurons un après-midi dense. Alors pour traiter notre sujet, nous nous appuierons sur le travail de recherche effectué par Andy Lyon-Rhône, et puis nous s'ouvrons le fil de 4 séquences, chacune composée d'apports d'éclairage par nos invités, et puis d'un échange avec vous, public présent ici dans cette salle, et puis également avec ceux qui nous suivent en direct sur Internet. Bien évidemment, à partir de 16h, Patrick Goët nous écoutera et il utilisera sans doute nos échanges dans ses conclusions. D'un point de vue pratique, nous aurons une pause vers 16h30 et nous terminerons l'après-midi vers 18h45 autour d'un cocktail, si vous le voulez bien. Nous allons donc lancer cet après-midi d'apport d'informations, d'éclairage, d'interrogations, et je vous propose tout de suite de nous mettre dans l'ambiance à partir d'un film, une séquence vidéo. Notre association organise tous les 2 ans un événement sur des sujets liés au handicap. Cette année, nous avons souhaité, dans le cadre de l'anniversaire des 10 ans de la loi de 2005, choisir le thème des handicaps psychiques. Nous voyons bien que c'est le handicap qui cristallise encore le plus de questions et de difficultés, aussi bien vis-à-vis des professionnels de l'insertion que des employeurs publics ou privés. C'est pourquoi nous avons fait ce choix d'organiser ce colloque sur les handicaps psychiques et le monde de l'emploi. L'association Andy Lyon-Rhône est à la croisée de l'ensemble des différents acteurs pour l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Les différentes missions de notre association lui permettent d'être un véritable observatoire privilégié de la réalité des handicaps. En effet, les salariés d'Anguilly-Rhône côtoient les partenaires institutionnels, les employeurs publics et privés, les professionnels de santé, les professionnels de l'accompagnement social et professionnel. Il nous est donc apparu légitime et pertinent de les réunir autour de cette thématique. Nous constatons que si les professionnels de l'insertion disposent assez facilement de méthodes et de moyens de compensation pour les personnes en situation de handicap, moteur ou sensoriel, celles atteintes des handicaps psychiques restent souvent plus difficilement employables face aux représentations et aux ignorances de tous. Pour toutes ces bonnes raisons, nous avons enclenché depuis plus de 12 mois des actions de formation en interne et des recherches sur ce thème. Nous avons lancé en janvier 2015 une étude de recherche avec 2 étudiantes sur cette thématique afin de réaliser un état des lieux complet sur la situation de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique en région, Rhône-Alpes et en France. Ces travaux débouchent tout naturellement sur ce colloque qui doit constituer non pas une fin, mais une ouverture sur ce sujet. Le travail de recherche a consisté à réaliser un état des lieux le plus exhaustif possible concernant la situation du handicap psychique dans l'emploi. Les premières difficultés ont été la définition et la quantification de cette réalité. En effet, le peu de visibilité lié à la nature même du handicap psychique rend celui-ci plus difficile à cerner au quotidien, notamment par les professionnels de l'insertion qui les accompagnent. Ce sont des situations complexes, que ce soit des parcours sociaux ou professionnels chaotiques, ou bien des fluctuations qu'il faut prendre en compte. En 8 mois, nous avons réalisé plus de 50 entretiens avec des professionnels de santé, des professionnels de l'insertion, des structures spécialisées, des acteurs institutionnels et des personnes en situation de handicap psychique. Nous avons également réalisé 2 grandes enquêtes qui ont mobilisé sur le Rhône 210 employeurs et 80 professionnels de l'insertion. Ce travail a permis de faire dialoguer des acteurs très différents. Initier des échanges entre professionnels, employeurs et employés permet de construire des solutions communes et de faire ressortir les manques actuels. Devant la complexité du sujet, nous avons fait le choix de décomposer en 4 parties distinctes et de déterminer pour chacune d'entre elles la problématique principale afin d'aborder le plus complètement possible ce sujet sur les handicaps psychiques et le monde de l'emploi. La première problématique concerne la qualification et le choix des mots. En effet, nous constatons de grandes confusions qui complexifient l'approche du sujet. La deuxième problématique concerne le quantitatif. Le nombre de malades psychiques est-il en augmentation ? Est-ce, comme certains le prétendent, la maladie du siècle? Bref, nous avons voulu en savoir plus et connaître les chiffres. La troisième problématique concerne directement l'insertion professionnelle de ces personnes et les freins, s'ils existent, pour leur embauche. Enfin, la quatrième problématique est plus polémique et pose la question de la souffrance au travail liée à des managements inadaptés qui seraient générateurs de maladies psychiques. Chacune de ces problématiques fait l'objet, dans le cadre de ce colloque, d'un atelier qui regroupe 3 des 4 acteurs concernés. Les professionnels de santé, ceux de l'insertion et les employeurs. Chacun de ces ateliers sera ponctué d'une vidéo d'introduction qui permettra d'exposer synthétiquement le travail de recherche et de lancer la discussion entre les différents invités. Le travail de recherche qui a été évoqué sera à votre disposition. Il sera en ligne sur le site de l'association dès la fin octobre. Donc c'est une masse d'informations qui, je pense, sera utile à beaucoup d'entre vous. Nous allons donc, comme Max Tonnel nous l'a indiqué ici, démarrer en posant le cadre. De quoi parlons-nous? Quelle définition trouver autour de ce trouble psychique? À partir de quel moment il devient handicap? Pour cela, je vais donc appeler à mes côtés le docteur Laurent Morin, psychiatre du service universitaire de réhabilitation du Vinatier, ainsi que le docteur Estelle Charpy de la MDPH, médecin coordinateur. Alors il va vous revenir l'un et l'autre de nous aider à démarrer cet après-midi de réflexion en nous aidant petit à petit à cerner l'objet même de notre discussion
Vous allez donc d'abord, vous, Laurent Morin, essayer à travers un certain nombre de regards sur les lois, sur les définitions médicales, l'objet même de notre travail, objet que vous compléterez vous-même, Dr Estelle Cherpi, de vos propres observations, et en nous parlant également de la MDPH et de son rôle à ce sujet. Je vous laisse. Alors, Laurent Morin nous a préparé un PowerPoint. Nous n'en aurons pas beaucoup pendant cette soirée. Il nous a semblé que s'il y avait un sujet sur lequel il était important d'avoir des définitions, d'essayer de préciser le cadre et de l'avoir en même temps à l'écran, à la parole, c'était bien celui-là. Donc, Laurent, c'est à vous. Bonjour, donc je vais déjà me présenter. Donc, je suis le docteur Laurent Morin. Je travaille dans un service qui dépend du Vinatier, comme le sigle le montre à l'écran. Donc c'est le service universitaire de réhabilitation. C'est un service où on reçoit des personnes qui souffrent de troubles psychiques pour lesquels un projet de réinsertion, soit social ou professionnel, doit être engagé. Et on essaye de les aider dans la réalisation de ce projet. Donc je vais débuter un petit peu ma présentation par une définition déjà du handicap au sens large et ensuite partir sur la définition qui a été donnée du handicap psychique dans la loi. Donc, le handicap est une notion relativement ancienne qui a été classifiée de manière assez notable dans les années 80 par le Dr Wood à partir de la classification internationale des handicaps qui a défini 3 plans distincts d'expérience. Donc un plan qu'on appelle lésionnel, qui est le plan des déficiences. Donc si on prend l'exemple d'une maladie psychique comme la schizophrénie, on peut... Si on prend l'exemple d'une maladie comme la schizophrénie, une déficience qu'on peut envisager comme un trouble de la mémoire de travail, des choses comme ça, des troubles cognitifs qui peuvent être associés. Donc cette déficience va entraîner une incapacité. Cette incapacité correspond à une réduction partielle ou totale des capacités à accomplir une activité. Donc, dans le cas de mon exemple, on est dans quelque chose de fonctionnel, donc on se situe plus au niveau de difficultés, par exemple, à retenir des consignes. Et le désavantage social qui va être ainsi entraîné sera, par exemple, des difficultés dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Donc, ce qui est intéressant dans cette classification, c'est qu'elle a introduit pour la première fois la question de désavantage social, donc de quelque chose qui est en lien avec l'environnement, et on se déplace un petit peu d'un modèle médical avec des rapports qui sont de causalité linéaire. En 2001, suite à l'influence des mouvements des usagers, notamment le Disability Movement en anglais, il y a eu une révision de cette classification pour donner la classification internationale du fonctionnement et de la santé, qui cette fois se focalise sur la santé à travers des aspects à la fois positifs et négatifs. Les aspects négatifs constitueraient en soi le handicap. Donc dans cette classification, la maladie ne disparaît pas du modèle, mais elle ne fait plus partie elle n'est plus le point de référence. Et le handicap est défini comme résultant d'une interaction non prédéfinie entre un problème de santé et des facteurs personnels et environnementaux. Donc de nouveau, on se déplace encore un peu plus vers l'aspect social, médico-social du handicap. On en arrive à la loi du 11 février 2005 qui est très influencée par cette classification qu'on a déjà vue. Donc, le handicap est défini comme une limitation d'activité ou une restriction de participation avec, pour la première fois, l'altération des fonctions psychiques qui est nommée dans cette loi, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et on voit que déjà la définition... Déjà, le terme de handicap psychique n'apparaît pas dans la loi, donc c'est 2 mots qui ont été mis ensemble mais qui n'étaient pas associés dans la loi. Et on voit qu'une altération substantielle et durable. Donc c'est la définition qui reste quand même relativement floue. Donc, les éléments qui caractérisent le handicap psychique. Donc le handicap psychique est le produit de deux données. D'une part, la difficulté interne psychique du sujet, et d'autre part, l'ensemble des réactions de l'environnement relationnel de cette personne. C'est un handicap qui est un handicap de situation, dont l'expression est intimement liée à l'environnement et à l'aspect sociétal. Et surtout, c'est un environnement qui n'est pas figé. C'est un handicap, qui n'est pas figé, qui évolue à travers à la fois les pérégrinations de la maladie, mais également l'intensité, l'importance des facteurs extérieurs.
Et comme il a été dit dans la présentation antérieure, c'est un handicap qui est invisible. Invisible à la fois parce que parfois les personnes qui souffrent de troubles psychiques présentent un déni de la maladie, et aussi également parce que comme un handicap sensoriel peut être visible, celui-là n'est pas, on ne peut pas l'observer physiquement. Donc maintenant, il m'apparaît important du coup de partir d'une différenciation, ce qu'est un trouble psychique et ce qu'est le handicap psychique. C'est deux choses qu'il ne faut pas mélanger. C'est à mon avis le risque. Bien qu'il y a un lien étroit entre ce qui est un trouble psychique et ce qui fait handicap psychique. On remarque notamment, par exemple, dans ce qui est du lien, que les pathologies psychiatriques très sévères donnent très souvent un handicap psychique. Et également, on observe dans les classifications internationales, donc c'est des classifications qui sont utilisées notamment dans la recherche, ou en tout cas pour les diagnostics psychiatriques, que des éléments de retentissement sont présents pour porter le diagnostic, notamment de schizophrénie, mais aussi de démence et de troubles bipolaires. Là, j'ai mis entre guillemets, donc c'est des répercussions sociales ou professionnelles depuis le début des troubles. Donc cette question intervient dans la notion diagnostique. Mais il est très important de différencier cette maladie. Ce n'est pas parce qu'on souffre d'un trouble bipolaire, par exemple, qu'on va forcément souffrir d'un handicap psychique. Il y a des personnes qui évoluent très favorablement avec un trouble bipolaire, d'autres personnes non. Donc la maladie en soi ne prédit pas des limitations. L'évolution de la maladie, donc quand on parle d'évolution de la maladie au sens médical du terme, on est dans des aspects symptomatiques. L'évolution de la symptomatologie n'est pas forcément prédictive aussi de l'évolution du handicap. On le voit par exemple dans certaines pathologies telles que la schizophrénie, où les personnes qui vont avoir des recrudescences de symptômes positifs n'auront pas forcément un handicap supérieur dû à cette recrudescence. Et un autre élément qui est important, qui est issu des études longitudinales. Donc les études longitudinales sont des études où on prend un grand nombre de sujets qu'on observe sur une longue période de temps. Et on s'est rendu compte que dans ces études, il y avait un meilleur pronostic des troubles psychiatriques dans les pays en voie de développement où les gens avaient moins accès à la composante médicale. Et probablement parce que le tissu social était plus important, que l'acceptation de la maladie aussi. Donc on en vient à toutes les questions sur la stigmatisation qui, à mon avis, seront abordées. Donc maintenant, on s'est intéressé à la littérature donc, scientifique, médicale, mais pas que, sur les déterminants de ce handicap. Qu'est-ce qui peut prédire ce handicap ou permettre de le surmonter? Donc, de ce qu'on a dit un petit peu précédemment, il nous semble qu'il est important, quand on parle de handicap psychique, de sortir du modèle médical. On n'est plus dans un aspect où la symptomatologie va, de manière linéaire, causer un impact sur le fonctionnement. Et on est tout de suite dans quelque chose de multidéterminé, avec bien évidemment la dimension médicale, c'est d'ailleurs pour ça que je parle aujourd'hui, j'imagine, mais également une dimension personnelle au sujet, et la dimension sociale, qu'en tant que médecin, on peut un peu moins maîtriser, mais malgré tout, je pense qu'on a un rôle à jouer dessus. Donc, l'approche multidimensionnelle, les déterminants qui sont le plus décrits dans la littérature sont bien évidemment la symptomatologie, mais pas toutes les symptomatologies. Je vais reprendre un exemple, celui de la schizophrénie qui est le plus parlant. Parce que, par exemple, les symptômes qu'on dit positifs, donc les hallucinations, les délires, ne sont pas les symptômes qui sont le plus génératrices de handicap. C'est plus tous les symptômes qui sont les moins bruyants, tels que les symptômes négatifs. Ça, c'est bien décrit dans la littérature. Les troubles cognitifs associés également aux troubles psychiatriques, avec la neurocognition, la cognition sociale. Malgré tout, ces déterminants, qui au départ étaient les seuls décrits dans la littérature, on s'est rendu compte que ça n'explique qu'un tiers à 50%, on va dire, de ce handicap. Et que finalement, il y a des facteurs qui sont personnels et subjectifs, qui sont liés à la personne, des facteurs d'ordre intrinsèque, ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire la capacité qu'on a à reconnaître ces troubles, la nécessité d'un traitement, à identifier les symptômes, les capacités de résilience. Donc là, c'est comment on se remet d'un événement lourd, tel qu'un traumatisme, et tomber malade, souffrir d'un trouble psychique sévère peut constituer en soi un traumatisme. Et les aspects métacognitifs, donc ça, on fait un petit pas de côté et on regarde un petit peu comment notre fonctionnement cognitif, s'il y a des choses déficitaires, si nous fonctionnons bien. Et ensuite, les déterminants, je dirais, sociétaux et environnementaux, avec la question du soutien social, du soutien familial, qui est très important, et bien évidemment de la stigmatisation et de l'internalisation par les personnes qui souffrent de psychiatrie, qui souffrent de handicap psychique, de cette stigmatisation.
Donc j'ai décidé de prendre un exemple, à travers aussi cette littérature, l'exemple du travail. Donc j'ai pas mis les déterminants liés à la maladie, mais on remarque qu'il y a tout un tas de déterminants qui sont décrits et qui sont finalement liés à la personne, donc tels que la formation et l'expérience professionnelle acquise avant la survenue de la maladie. Et finalement, c'est des déterminants qui sont assez instinctifs, hein. Les capacités relationnelles, les facteurs motivationnels tels que le sentiment d'efficacité à trouver un emploi et à faire face aux difficultés, mais également, et ça là on est dans l'aspect plus environnemental, la disposition bien évidemment de l'entreprise à accueillir une personne en situation de handicap. Donc on voit qu'à travers ces études sur les déterminants, qu'on est dans une dimension où on s'est intéressé à des ressources que la personne peut présenter pour surmonter ce handicap. Et toute cette considération un petit peu du handicap psychique a été bien décrit dans ce qu'on appelle la réhabilitation, la réadaptation. J'ai donc décidé de prendre l'exemple des soins qui sont disposés dans ces services, où le soin n'est pas comme une thérapeutique usuelle, qui a pour finalité de diminuer dans l'approche symptomatique ou supprimer l'approche curative des manifestations d'une pathologie à travers une intervention qui présuppose une causalité. Donc par exemple, une personne qui va présenter des hallucinations, on lui donne un traitement, il y a ce rapport de causalité, ça disparaît. Maintenant, dans ce qui est des objectifs des soins de réhabilitation, on est, comme le modèle du handicap, dans le multidéterminé. La finalité étant de diminuer le handicap fonctionnel, qui est source de souffrance et lié à un trouble psychiatrique, et de permettre aux personnes d'éprouver satisfaction et bien-être au sein de leur environnement, de leur choix, de trouver une pluralité des rôles dans la société. On parle de pluralité des rôles parce que souvent les malades psychiatriques sont réduits un petit peu au rôle de malades psychiatriques, ils n'ont pas vraiment d'autres rôles. Un des moyens, développer un pouvoir d'agir, notamment vers la réémergence d'habilités, de compétences, de gestion de la maladie, de compétences sociales, et bien d'autres. Les principes sont basés sur une évaluation qui est pluridimensionnelle, donc la nécessité d'avoir des professionnels d'horizons divers, dont certains sont présents ici, et avec une restitution des soins, du bilan, ce qui apparaît quelque chose de très important pour que la personne puisse se saisir de ses limitations, mais également de ses ressources. Un travail sur la partie saine, un renforcement des compétences préservées par des outils de soins spécifiques que je décrirai brièvement tout à l'heure. Le principe d'autodétermination, qui est quelque chose qui existe moins dans le soin usuel, où souvent on impose un peu au traitement au patient. Là, on essaye d'être dans un échange et de travailler sur les ressources du patient via un projet de vie. Un accompagnement jusqu'à l'insertion en fonction des besoins et des valeurs de la personne. Et tout ça vient en complément du suivi habituel. Et là, c'est la question d'agir un petit peu sur l'environnement, une action conjointe sur les espaces sociaux, donc avec le soutien aux proches, mais également des soirées d'information destinées au public pour communiquer sur la maladie psychique en général. Donc voilà un exemple des outils de soins qui existent dans le service. Je n'ai pas pu tous les mettre parce qu'il y en a beaucoup. Mais donc on voit qu'il y a des outils de soins qui traitent des facteurs liés à la maladie, comme la remédiation cognitive, les psychothérapies cognitivo-comportementales ou d'autres types d'élaboration psychothérapeutiques, plutôt pour les aspects symptomatiques. Ensuite, des soins qui agissent plus sur les aspects subjectifs, tels que la psychoéducation, pour donner une information aux malades sur la maladie et leur apprendre à mieux gérer et avoir de meilleures capacités d'insight, l'entraînement des compétences sociales, et ensuite des outils qui sont très intéressants et qui travaillent sur cette partie saine, les ateliers techniques et thérapeutiques, où les patients se réentraînent progressivement au monde du travail avec des chargés d'insertion qui font un lien avec l'extérieur, qui fait aussi le lien social dont a besoin la question du handicap, et le soutien aux familles pour l'aspect aussi environnemental. Donc nous allons essayer de conclure par finalement le fait que le handicap psychique est une entité difficile à la fois à appréhender et à définir, parce que c'est un construit qui est multidimensionnel. En tant que médecin, ça ne concerne pas que le domaine médical. Il y a bien évidemment des données médicales qui interviennent dans ce handicap, mais il y a des données subjectives dont on doit prendre en compte, et également des données sociétales. Et donc, à mon avis, ça nécessite un accompagnement individualisé qui s'appuie sur des compétences multiples, à la fois celles du patient et celles des professionnels, et des approches pluriprofessionnelles. Je vous remercie. Merci. Je vais vous demander, non, je vous en prie, rejoignez-nous.
le docteur Morin faisait allusion à une dimension, entre autres, sociétale. Nous avions invité à intervenir une sociologue, Madame Ève Gardien. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser. Elle est absente pour cause de maladie saisonnière. Donc, effectivement, elle aurait pu nous parler de cette dimension-là. Avant de poursuivre avec vous, docteur Estelle Charpy, je vous propose un nouvel éclairage dû au travail de recherche de l'association Andy Lyon, par l'intermédiaire d'une vidéo. Pour mieux comprendre les handicaps psychiques, il convient tout d'abord de définir les mots et de comprendre ce qu'ils recouvrent. Il faut distinguer ce qui désigne la pathologie de ce qui désigne le handicap pour pouvoir définir ce que l'on nomme handicap psychique. De nombreux mots servent à désigner la maladie psychique. Dans ce vocabulaire médical, psychiatrique ou légal, il n'est pas toujours évident de distinguer ce dont on parle exactement quand on évoque le handicap psychique. Pourtant, les maladies psychiques nous concernent tous. Selon l'OMS, un quart de la population sera concernée un jour dans sa vie par la souffrance psychique. La dépression, par exemple, concerne environ 350 millions de personnes dans le monde et la schizophrénie environ 1% de la population mondiale, tous pays confondus. En tout, on considère que les maladies mentales concernent 450 millions de personnes dans le monde. C'est ainsi la deuxième cause des problèmes de santé au niveau mondial. Malgré cela, nous connaissons mal ces pathologies. Cette méconnaissance entraîne des craintes que l'on retrouve jusque dans le milieu du travail. 2 Français sur 5 associent les maladies mentales à la folie. 35% des Français seraient gênés de travailler dans la même équipe qu'une personne atteinte de maladie mentale. Le handicap psychique fait partie des handicaps invisibles. Cela explique, en partie, pourquoi dans le monde du travail, de nombreux préjugés demeurent. Quand nous avons interrogé des employeurs, les mots associés au handicap psychique étaient plus souvent négatifs. Il est important d'éviter les confusions. Le handicap psychique n'est pas la déficience intellectuelle. C'est pourquoi aujourd'hui, la loi inclut légalement la dimension psychique à la définition du handicap. La classification de référence aujourd'hui est la classification internationale des handicaps et santé mentale, ou CIH. Elle identifie 3 classes. D'abord, les déficiences, qui relèvent de la santé et qui peuvent être situées au niveau physiologique, anatomique ou psychologique. Ensuite, les incapacités, qui sont le résultat des déficiences et qui concernent l'interaction avec l'environnement. Enfin, les désavantages par rapport à l'intégration sociale et dans le rapport de compétitivité. Finalement, la question qui se pose aujourd'hui est celle de la limite. À quel moment la maladie devient-elle un handicap ? Comment ce statut se construit-il et quels sont les critères qui permettent de délimiter le champ du handicap psychique ? Nous reviendrons notamment sur cette question avec l'échange qui suivra votre intervention. Donc, docteur Estelle Charpy, vous êtes médecin coordinateur à la MDPH, alors qui d'ailleurs est en articulation avec le service universitaire de réhabilitation. Complètement. D'abord, bonjour. Nous travaillons en lien très étroit avec le service universitaire de réhabilitation. Et ce matin, sur une équipe pluridisciplinaire, j'ai eu à orienter quelques personnes sur le service universitaire et j'ai pu orienter des personnes sur des dispositifs de l'emploi, des personnes qui étaient passées par le service universitaire de réhabilitation. Donc nous sommes en lien de façon très étroite. Donc je voulais réintervenir aussi sur la déficience entre le handicap mental et le handicap psychique qui reste encore une source de confusion. Le handicap mental vient bien de la déficience intellectuelle. Le handicap psychique est conséquence d'une maladie psychiatrique ou d'autres pathologies. Ça peut être une maladie neurologique, une démence, un traumatisme crânien, une anomalie chromosomique. Il y a vraiment des choses différentes, mais très très souvent, il y a quand même des liens étroits entre les deux, parce que les troubles psychiatriques s'accompagnent de troubles cognitifs et les troubles intellectuels peuvent entraîner des troubles psychiatriques. Donc la frontière entre la déficience, entre le handicap mental et le handicap psychique n'est pas si facile en termes d'évaluation, même si les définitions le sont plus facilement. Moi, je voulais parler en termes de médecin à la MDPH, où je suis depuis sa création en 2006. J'étais auparavant médecin à la Cotorep depuis 2003. Et j'ai vu quand même beaucoup changer le regard sur le handicap psychique depuis ces 10 dernières années. On a eu la chance d'abord de travailler avec le colloque handicap psychique à Versailles, où il y a eu vraiment un gros travail de fait sur le travail de pluridisciplinarité.
Et d'autre part, je pense que dans le Rhône, nous avons la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui nous accompagnent dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées psychiques, que ce soit des ESAT, des CRP. Et je trouve qu'on a un panel de dispositifs, d'évaluation, de structures, de SAVS, qui nous accompagnent pour améliorer, nous, l'évaluation. Je pense qu'on est un département assez riche et quand on parlait qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, je pense qu'on a beaucoup de dispositifs. Après, le plus compliqué, c'est peut-être d'accompagner les gens jusqu'au bout de l'insertion, mais je pense qu'on est quand même assez riche en termes de dispositifs d'accompagnement. En revenant sur l'évaluation que l'on apporte à la MDPH, je voulais dire que la loi a quand même créé l'équipe pluridisciplinaire et que cette équipe, elle est, comme elle se nomme, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on sort du modèle médical. Il n'y a pas qu'un médecin qui évalue les difficultés d'une personne, ses difficultés et ses capacités, parce que le travail qu'on a à faire à l'MDPH, c'est pas seulement évaluer une déficience, des incapacités, mais vraiment repérer les capacités de la personne et les leviers qu'on pourra mettre en place pour permettre à cette personne de mieux s'insérer sur un plan social, familial et professionnel si c'est possible. Donc les différents professionnels qui interviennent à l'MDPH, il y a des médecins, des psychiatres, nous avons la chance d'avoir des psychologues, des travailleurs sociaux, des conseillers en économie, des ergothérapeutes, et puis l'apport de professionnels extérieurs qui est tout à fait complémentaire et indispensable, parce que ce n'est pas nous, simplement à la lecture d'un dossier médical qui nous arrive ou lors de l'entretien avec une personne qui pourra durer même 1 heure, nous permettra d'avoir une idée de ce qu'est le handicap de la personne. Le handicap d'une personne, c'est un film, ce n'est pas une photo à un moment donné. Et on a besoin d'avoir des éléments sur le trajectoire de la vie. Et on a besoin de savoir ce qui se passe, aussi bien par l'entourage familial que des professionnels qui viennent travailler avec nous en équipe. Je dirais les professionnels de l'insertion, que ce soit Pôle emploi, Cap emploi, que ce soit les associations comme Messidor, l'ADAPT, qui interviennent dans nos équipes, qui nous donnent des éléments sur les difficultés de la personne, mais aussi les capacités de la personne. Enfin, un élément aussi important qui émane de la loi de 2005, c'est le projet de vie de la personne. Je crois qu'il ne faut pas qu'on propose à une personne ce qu'on juge être le mieux pour elle. Je pense qu'il faut aussi qu'elle soit associée à ce travail que l'on va faire avec elle pour l'orienter sur tel ou tel dispositif, tel accompagnement. Je pense qu'il faut qu'elle soit tout à fait maître, je dirais, de ce choix, de là où on peut l'accompagner. Alors bien sûr, le handicap psychique, on l'a dit tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est d'une part le déni. Souvent, les personnes ne se rendent pas compte, ça fait partie de leur pathologie, elles ne réalisent pas les difficultés qu'elles ont. L'entourage familial aussi, on est toujours peut-être dans espérer un peu plus pour la personne que l'on accompagne. Et puis d'autre part, c'est une maladie invisible, mais une maladie chronique avec des fluctuations très importantes qui sont liées à des facteurs intrinsèques, mais à des facteurs aussi environnementaux. Et ça, ce sont des éléments qui sont difficiles, nous, à anticiper et à pouvoir mesurer pour orienter au mieux une personne. Mais ce sont des éléments que l'on doit vraiment prendre en compte pour une évaluation adaptée. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il est important de savoir que les concepts ont évolué depuis 2005 aussi, depuis que j'ai démarré dans cette activité. Je pense que les méthodes de soins ont changé, la prise en charge a changé. On a parlé de la remédiation cognitive du service universitaire de réhabilitation. La thérapeutique a aussi beaucoup évolué. Il y a des méthodes innovantes, les hospitalisations sont beaucoup plus courtes. Il y a de l'hospitalisation en ambulatoire. Enfin, vraiment, il y a une amélioration de la prise en charge, beaucoup moins lourde pour les personnes. D'autre part, il y a un rôle très important des familles et des associations qui sont vraiment présentes, qui entourent les personnes. Les actions des professionnels de l'insertion, les professionnels du médico-social, aussi bien de l'accompagnement professionnel, de l'accompagnement social, les SAVS, les SAMSA, qui sont aussi des acteurs importants de l'accompagnement. Et puis on prend beaucoup plus en compte les difficultés socio-familiales des personnes. Je pense qu'il y a 5 ans, on évaluait une personne avec une schizophrénie, un retentissement des troubles plutôt négatifs, et on n'était pas du tout sur le retentissement social. Ce qu'il est important aussi de préciser, c'est que quand la personne évoque son projet de vie, il faut qu'on soit quand même réaliste dans nos évaluations. Il y a des personnes pour qui le travail, quelle représentation ça a ? C'est une représentation sociale par rapport à la famille, par rapport à ce qu'ils avaient espéré. Et je pense que la MDPH peut être un moment, la structure qui dit à une personne, non, le travail, c'est peut-être pas possible. Et je pense que c'est aussi un petit peu notre rôle de ne pas accompagner les personnes dans des projets qui ne seraient pas tout à fait cohérents. Et je pense que c'est aussi
là qu'on doit peut-être refuser à ce moment-là un accompagnement professionnel sur une personne qui demanderait d'être accompagnée trop loin dans l'insertion. Et par contre, accompagner des personnes qui ont des capacités, qui ont des possibilités, qui ont des ressources, parce que je pense qu'affronter le monde du travail, c'est aussi compliqué. Il faut que la personne ait des ressources suffisantes, qu'elle soit bien accompagnée. Et je pense qu'à un moment, nous, on est, je dirais, la frontière entre peut-être le sanitaire et puis vous, les professionnels de l'insertion, pour dire, oui, cette personne, à un moment, non, c'est pas le moment, il faudra attendre encore un peu, peut-être qu'elle retourne faire un peu de remédiation cognitive, qu'elle soit encore dans des soins. Il y a peut-être des choses beaucoup plus importantes que le travail, c'est le logement, sa vie personnelle, et puis le travail viendra dans un deuxième temps. Je pense que c'est important de situer le travail dans la vie de la personne, mais pas comme unique but. Je pense qu'il intervient après d'autres choses. Et souvent, on a des personnes qui nous sollicitent pour être accompagnées vers le travail, alors que le logement n'est pas réglé. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler en amont. Mais je pense que c'est quelque chose qui est bien connu de nous tous et on travaille tous dans la même direction. Et ça, c'est important, parce que souvent, les personnes sont très demandeuses et on doit, je pense, être le plus juste, de façon à ne pas aller vers des échecs qui sont de plus en plus compliqués. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que l'évaluation, c'est vraiment une évaluation croisée de tous les professionnels, pluridisciplinaire, et surtout que cette évaluation, elle est dynamique. C'est-à-dire une évaluation qui est faite à un instant T, peut-être que 2 ans après, on n'aura pas les mêmes orientations, les mêmes accompagnements pour la personne qui va évoluer. Et puis je pense que vont évoluer aussi les accompagnements, le regard des employeurs, pour que les personnes puissent être mieux incluses dans la société. Merci. Prenez le micro. Alors nous allons commencer l'échange. Nous recevons déjà quelques questions par le biais d'Internet et puis je vais m'adresser directement à vous. Pas mal de questions vont venir très vite sur l'emploi. J'aimerais rester dans la dimension, alors j'ose plus dire médicale, multifonctionnelle. Vous vous retrouvez tous les deux sur cette approche, et heureusement puisque vous travaillez en coopération. Quelle différence faites-vous entre le trouble passager, on a parlé tout à l'heure de dépression nerveuse, et vraiment la pathologie déclarée, lourde et récurrente? Comment est-ce que vous classez, j'ose plus dire le mot classer maintenant après vous avoir entendu tous les deux? Ça marche? Oui. Donc, effectivement, classer, c'est un mot qu'on n'aime pas. J'imagine. Finalement, on se passe dans des dimensions qui sont assez évidentes pour différencier quelque chose de passager, quelque chose de plus chronique. Donc, je dirais, il y a la durée, l'intensité et le retentissement que nous on constate en tant que cliniciens. De toute manière, une personne peut passer un moment de crise dans sa vie et c'est pas pour autant qu'elle va perdre son emploi, perdre ses amis, se retrouver désinsérée. Finalement, c'est des données qui sont assez logiques, je dirais. Et c'est l'évolution qu'on voit naturellement de la maladie. Après, précocement, de gravité, mais globalement, c'est l'évolution du trouble qui nous donnera un petit peu tout ça, cette réponse, je dirais. D'accord. Une question nous a été posée sur l'autisme. Vous n'en avez pas parlé, on a parlé de la schizophrénie. Comment aborder l'autisme par rapport à ce que vous nous avez présenté dans ce tableau? Alors, l'autisme, je ne l'ai pas abordé parce que, je vais peut-être faire... c'est souvent une problématique qui se développe en enfance, et c'est vrai que nous, on est aussi un peu clivés dans notre pratique de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'il y a les psychiatres adultes et les pédopsychiatres, et souvent ces personnes sont déjà dans une reconnaissance du handicap qui est antérieure, passe par la plupart du temps, sauf si dans des choses de syndrome d'Asperger, mais bon, c'est pas tout le temps le cas, c'est vrai, mais... Mettez le micro bien près. Moi, c'est une maladie, l'autisme et surtout les personnes avec un autisme de bon niveau, c'est vraiment compliqué pour nous d'évaluer. Ce sont des personnes qui ont des capacités intellectuelles souvent très très performantes, par contre des telles difficultés relationnelles que l'insertion en milieu ordinaire est extrêmement compliquée. C'est vrai que là il y aurait un appel, je pense qu'il y a des choses à faire. On a un groupe de travail justement sur l'insertion en milieu ordinaire, et là c'est compliqué parce que c'est des personnes qui ne se retrouvent pas du tout dans un milieu protégé. Et c'est des personnes pour qui l'accompagnement en milieu ordinaire demandera vraiment un tutorat extrêmement soutenu, expliquer aux personnes qui travaillent avec eux quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs manières d'agir, leur manière de s'exprimer avec les autres. Et là, je pense que c'est extrêmement compliqué. Alors nous, bien sûr, ils sont dans le champ du handicap, mais par contre, on ne sait pas les orienter. On les oriente sur
milieu ordinaire. Et puis je pense que ça doit être très très compliqué pour les orienter. Souvent ils sont en capacité de faire des études, mais absolument pas insérables dans le monde du travail, parce qu'il manque des leviers, il manque de l'accompagnement. On a des services d'accompagnement qui leur permettent de gagner, je dirais, sur les capacités relationnelles, de gagner en autonomie sur la vie relationnelle, mais ça reste extrêmement compliqué. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire encore au niveau des acteurs, du côté du sanitaire, du médico-social et de l'insertion pour les personnes avec autisme de bon niveau. Vous venez de citer justement des personnes qui ont, curieusement, des facultés intellectuelles très développées. On présente toujours le handicap comme un déficit. Est-ce que certaines formes de handicap psychique peuvent pas être présentées sous l'angle positif? Allons jusqu'à l'atout. C'est une question impertinente qui nous est posée par nos internautes. En tout cas, il est clair qu'au vu de la littérature que moi j'ai épluché un petit peu pour présenter, de par le mouvement des usagers, il y a eu un peu un retournement où effectivement les médecins ont toujours eu une vision un petit peu à regarder le handicap en termes de déficit, et les usagers, eux, ont voulu voir ça sous un angle plus positif. Donc, pas forcément voir le handicap comme une ressource en soi, mais en tout cas voir que quand il y a un handicap, ou même quand il y a un trouble psychique, parce que moi, je parle plus de troubles psychiques que de handicap dans ma pratique quotidienne, la personne a toujours des ressources, et l'intérêt, je dirais, de la prise en charge de réhabilitation, de réadaptation, c'est justement de s'appuyer sur ces ressources, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est fait au quotidien dans la pratique du médecin, où au départ, on doit soigner une maladie, donc soigner des fonctions anormales, des fonctions qui se sont emballées ou autres. Voilà. Donc, mais en tout cas, s'appuyer sur les ressources, nous, c'est notre pratique au quotidien dans le service de réhabilitation. Et c'est important. Je vous propose de vous joindre à notre échange. Qui souhaite poser sa question, faire un commentaire? Dans ce cas-là, nous vous apportons le micro. Je vous demande de vous lever pour que nous puissions bien vous voir et puis de vous nommer Escalité. C'est à vous, je vous en prie. Tac, nous avons déjà 2 personnes, une au premier rang, une au deuxième. Le micro vous arrive. Bonjour, Claire Putou de l'Observatoire de l'emploi des personnes handicapées du CERDI, donc de la région Rhône-Alpes. On a entendu les difficultés, enfin en tout cas la multiplicité des catégories existantes en termes de déficience, de maladies existantes. Je me demandais s'il existait des catégories en termes de retentissement fonctionnel notamment, puisque tous ces handicaps peuvent avoir des retentissements, enfin toutes ces maladies, peuvent avoir des retentissements qui peuvent se rejoindre peut-être dans des catégories plus ou moins similaires. Donc c'est une question que je me pose. On n'a pas de classification particulière, nous sommes dans des évaluations globales et on essaye de repérer quand même la déficience principale de la personne. Ça sera des troubles cognitifs, est-ce que ça sera des troubles relationnels, est-ce que ça sera des difficultés en termes d'attention, de concentration, mais on ne va pas être dans des catégories. Ils ont pris la personne qui est derrière vous. Oui, bonjour, Sylvie Moclides, je suis psychologue clinicienne et je travaille sur un dispositif RSATH dans les Bouches-du-Rhône. J'aurais voulu avoir un petit peu savoir comment se fait l'évaluation de la RSDAE. Alors, quelle est la définition pour les non-initiés? Alors, la RSDAE, c'est ce qu'on appelle la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, qui permet aux personnes qui ont un taux de handicap entre 50 et 80% selon le guide Barème d'avoir l'allocation adulte et handicapé. Alors nous, pour les personnes en situation de handicap psychique, on a un arbre de décision qui est donné par la CNSA, qui est notre organisme de tutelle, et c'est vrai qu'on suit, c'est-à-dire que la personne, est-ce qu'elle va travailler en milieu protégé, est-ce qu'elle est orientée sur un ESAT psy ou un ESAT plus traditionnel parce qu'elle a des troubles cognitifs qui sont plus importants, auquel cas elle relèvera de l'AH. Pour des personnes qui sont orientées sur des bilans d'évaluation, ce que je disais tout à l'heure, dans le Rhône, nous avons la chance d'avoir pas mal de structures qui portent des bilans. Il y a le diagnostic d'accès à l'emploi, il y a un ADP par Messidor. Et les personnes, le temps qu'elles soient évaluées, quand nous on sait que le milieu ordinaire, ça paraît compliqué, qu'il va falloir une évaluation, un coup de pouce, un accompagnement spécialisé, on pourra mettre une allocation adulte handicapé sur 1 ou 2 ans, le temps que se fasse le bilan. Et puis après, on verra avec la personne comment on peut avancer, si la personne arrive à travailler ou pas en milieu ordinaire. Après, si la personne arrive à avoir un poste en milieu ordinaire, là on suit pareil l'arbre de décision. Si la personne travaille sur un temps plein, la personne, elle peut être avec une schizophrénie, c'est-à-dire une maladie grave,
Mais elle a pu s'insérer dans le monde du travail, elle est en CDI, elle travaille plus d'un mi-temps, tout se passe bien, on fait un lien avec le médecin du travail, tout va bien, cette personne ne relèvera plus de l'allocation adulte handicapé. Par contre, une personne pour qui on sent que l'insertion, c'est des contrats d'insertion, c'est des CAU, c'est des CDD, on sent que c'est extrêmement compliqué. On sait comment le fait d'avoir une allocation adulte handicapé, c'est un peu un parapluie, ça peut sécuriser des personnes. Et je pense qu'à ce moment-là, nous, on la prolonge, parce qu'on pense que pour les gens, c'est quand même sécurisant quand ils savent que un emploi en CDD, c'est jamais garanti, et que je pense que là, si on peut leur apporter une certaine stabilité, ça peut être important. Voilà, donc on utilise, je dirais, l'arbre de décision avec nos dispositifs d'évaluation, et on réévalue par contre tous les 2 à 3 ans, selon les possibilités et les accompagnements que la personne a pu avoir. J'ai bien entendu que l'un et l'autre, vous êtes très 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 réticents à parler de catégories, mais pour autant, à travers ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté pour le malade à se voir coller une étiquette? Est-ce que ça n'empêche pas d'évoluer? Est-ce que ce n'est pas une raison pour laquelle je crois qu'un certain nombre de personnes porteuses de ce handicap ne veulent pas faire une reconnaissance de travailleurs handicapés? Alors, moi, je vais parler de mon expérience, du coup, mais moi, mon expérience de clinicien me montre qu'effectivement, un certain nombre de personnes refusent, je ne pense pas que ce soit la majorité, mais effectivement, le statut, soit une AAH, donc une allocation adulte handicapé, soit une RQTH, effectivement, par rapport à cette appellation de handicap psychique qui parfois peut paraître un peu stigmatisante, parce que quand on parle de handicap, on parle de quelque chose, je l'ai dit dans ma présentation, mais quelque chose de figé, et quelque chose qui ne prévoit pas une évolution des troubles très, très forte. Donc, moi, ce que je constate dans mon quotidien, c'est qu'un certain nombre de patients, effectivement, refusent cette étiquette. Mais ce n'est pas la majorité. Alors nous, quand ils arrivent à l'MDPH, ils ont un dossier, ça veut dire qu'ils sont quand même dans l'acceptation du handicap. Par contre, certaines fois, c'est que le handicap psychique est masqué derrière des lombalgies, derrière des troubles, un alcoolisme. On peut le voir surgir derrière d'autres troubles et la personne n'en parlera pas. Par contre, on a des petits signes d'alerte. On va avoir un CV avec beaucoup de formation, peu d'emploi. Donc on a des petits signes d'alerte. On se dit la personne va peut-être recevoir. C'est probablement pas les lombalgies qui sont à l'origine des difficultés d'insertion. Donc là, on a géré des petites combines pour essayer de repêcher, de recevoir la personne. Et là, je pense qu'en travaillant avec les partenaires autres qui la connaissent, on arrive à mettre vraiment en évidence la nature ce qui va entraîner le frein à l'insertion. Je prends d'autres questions, si vous le souhaitez. On vous a fait aller d'un extrême à l'autre, là. La prochaine sera quelque part ici, à mon avis. Bonjour, je me présente, je suis Delphine Gallet, responsable de la mission handicap et de la diversité pour le groupe April. J'ai une question à la représentativité que vous avez des personnes dans la CDAPH. Vous avez parlé qu'il y avait donc des médecins, des professionnels de l'insertion, du médico-social. Est-ce qu'il y a des employeurs qui sont là ou des entreprises pour aussi réfléchir et dire leur avis sur peut-être parfois la situation des personnes? Je pense à des exemples où vous pourriez-vous dire que personne ne peut pas être intégrée dans l'entreprise alors que des entreprises seraient prêtes à les intégrer, ou à l'inverse, peut-être vous dire, oui, cette personne, elle peut, mais l'entreprise, elle, avec ses contraintes, ses difficultés, elle vous dirait, non, nous sur... Enfin voilà, puis ça dépend encore de la taille des entreprises. Alors d'abord, merci. Je voudrais rappeler, je vous ai parlé de l'équipe pluridisciplinaire qui est l'équipe d'évaluation. L'équipe d'évaluation, ça reste quand même des professionnels d'évaluation, médecins, ergo, psychiatres, psychologues, les professionnels de l'insertion Cap Emploi. Il n'y a pas d'employeurs dans les équipes pluridisciplinaires. Sur la commission des droits et de l'autonomie, par contre, qui est la commission qui donne, qui accorde les prestations, etc., le MEDEF est représenté. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'employeurs dans nos équipes. Non, ce n'est pas à notre niveau. Nous discuterons avec les employeurs lors de la 3e table ronde. On pourra peut-être reposer la question. Une autre question nous est arrivée. Quel est votre regard en tant que psychiatre sur le rôle du retour au travail dans le traitement ou dans l'accompagnement de la pathologie? Alors, moi, le regard que moi ou que nous, les psychiatres, nous portons en général, il est à la fois... il est, je dirais, empreint de deux extrêmes, avec ce
Ce qu'on a un petit peu appris au départ dans nos études, c'est que les malades ne devaient pas retourner au travail et donc qu'il fallait avoir une extrême prudence par rapport à tout ça. Et finalement, la pratique que maintenant on a au quotidien, qui est que finalement le travail est un des facteurs, à mon avis, essentiels du rétablissement des personnes. Donc après, il est évident qu'au cas par cas, comme le disait Madame Charpie tout à l'heure, il y a certains patients pour lesquels ce projet de retour au travail n'a pas de sens, mais en tout cas, sur ce qu'on